Bonjour à tous, bienvenue au Paris Images conférence organisée par la CST et la FICAM dans le cadre du Paris Images. Je suis Béatrice Bowens, je dirige les activités VFX et post-production pour la société Micros et je co-préside avec Pascal Buron la commission technique de la FICAM. Et c'est dans ce cadre que je vous propose cette conférence, le 8K, est-ce bien raisonnable ? J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés dans cette conférence donc Mallory Congost, chef opératrice. Bonjour. Stéphane Derry de la société GetLive. Bonjour. Et nous avons en duplex Natacha Krosicki de la société Harry et Cédric Lejeune de la société Workflowers. Bonjour. Voilà, donc avant de faire un premier... Bonjour. Bonjour. Avant de faire un premier tour de table, on va préciser juste quelques termes ensemble, notamment le fameux terme 8K. Donc le 8K, ça désigne la résolution d'une image, le K pour le facteur 1000, 8 pour la notion de environ 8000 points, 8000 pixels par ligne. Et je précise également que sur le 8K, le piège fréquent est d'oublier qu'une image, c'est aussi une hauteur. Et quand on parle de 8K par rapport au 4K, on est sur un facteur au carré et non pas... donc une image 8K, c'est 4 fois une image 4K. On va présenter un petit visuel pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Voilà, donc on voit que la surface formée par une image 8K est bien 4 fois plus grande. On peut mettre 4 images 4K dans une image 8K. Et par extension, on met donc 16 images 2K dans une image 8K. Voilà, ça vaut le coup de rappeler ce petit détail qui a son importance considérable. Voilà, donc est-ce que le 4K est bien raisonnable ? Nous allons faire un tour ensemble pour voir quels sont les usages qu'on a aujourd'hui. Le 4K, c'est une réalité. Il y a des téléviseurs 8K, pardon. Le 8K, c'est une réalité. Il y a des téléviseurs 8K qui existent. On a des capteurs de caméra aussi en 8K. On va s'interroger sur les usages, sur l'utilité à travers vos diverses expériences. Et je vous propose, pour commencer ce tour de table, de commencer par Natacha de Krosicki, de la société Harry. Bonjour, donc Natacha Krosicki, société Harry. Je suis la directrice de Harry France, qui est la filiale française de Harry Cinétechnique, qui est un fabricant de caméras et éclairage pour le cinéma et l'audiovisuel. Je m'occupe des activités de vente et de marketing en France depuis 10 ans pour Harry. Et avant ça, j'ai travaillé dans l'allocation de caméras pendant une quinzaine d'années. Donc, j'ai une expérience aussi de terrain, on va dire, on appelle. Donc, moi, je voulais préciser, pour ajouter à ce qu'a dit Béatrice, aussi, si on veut bien montrer ma première slide, donc la taille n'est pas la résolution, ce qui veut dire que 8K ne définit pas une taille déjà, ça définit le nombre de pixels qu'il y a sur un capteur, qui peut être petit comme grand. Comme vous voyez dans l'image qui, je pense, est affichée, l'image rouge, il y a beaucoup de pixels sur une taille donnée. Et l'image plus grande a le même nombre de pixels, mais sur une grande taille. Donc, c'est vraiment un choix stratégique que les fabricants vont faire de mettre plus ou moins de pixels dans, par exemple, un même capteur Super 35 qui est, par exemple, un des capteurs les plus utilisés dans le cinéma et la fiction. Si vous voulez bien montrer la deuxième slide, là, on va voir un comparatif de taille de capteurs, donc des caméras les plus utilisées en cinéma et fiction. Donc, on part de la plus grande qui est l'Alexa 65 de chez Harry, donc qui est un équivalent de l'ancien 65 mm qui existait en pellicule. Ensuite, nous avons l'Alexa LF et la Venice de chez Sony qui sont à taille 24-36, qui est un format photographique, on va dire, à la base, mais qui est un format qui s'utilise beaucoup en ce moment. Et après, on a les différentes tailles dites Super 35. Vous allez voir l'Alexa Mini, vous allez voir la Sony F65 et vous allez voir les RED
Helium et Gemini, qui sont donc tous plus ou moins se situent sur cette taille qui est la taille traditionnelle de cinéma. Là-dedans, chaque fabricant décide de mettre un nombre de pixels différents. Par exemple, l'Alexa 65, que vous voyez très grande, est une caméra 6K et demi, de même que la Venice, par exemple, est une caméra, je crois, 8K. Donc, vous voyez que la taille n'est pas forcément en rapport avec le nombre de pixels. Tout ça pour dire que le choix d'Arri a été de ne pas aller vers, disons, la course aux pixels, parce qu'on considère que une qualité d'image ne se définit pas par sa définition et par le nombre de pixels, elle se définit par tout un tas de critères, dont la dynamique, la sensibilité, le rendu des couleurs, et après, les scientifiques en ont plein d'autres, et que donc nous, on a essayé de trouver un équilibre. Donc cette course aux pixels, moi personnellement, je trouve que c'est plus une course marketing. C'est vrai que c'est plus facile de vendre une télévision qui a plus de pixels, parce que n'importe qui peut comprendre que s'il y a plus de quelque chose, c'est probablement mieux. Sauf que c'est pas forcément vrai. Donc, c'est plus compliqué de défendre une qualité sous tout un tas de critères que de juste vendre plus de quelque chose. Voilà, donc c'est pour ça qu'à la question est-ce que 8K est bien raisonnable, ça dépend. Ça dépend des applications. Il y a des applications où effectivement c'est très utile, et je pense qu'on va l'entendre plus tard dans cette conférence. Dans le domaine spécifique de la fiction, cinéma, télé, pub, je ne suis pas sûre que ça soit vraiment utile. En tout cas, que ça apporte une meilleure qualité. Ça peut, dans certains cas spécifiques, être utile. Mais dans la majorité des cas, on a vu que, en fait, 2K, voire 4K, sont largement suffisants pour faire une belle image, plus que belle image. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Natacha, pour cette première introduction. Stéphane Derry de la société GetLive, tu as en revanche une autre utilité, toi, pour... enfin, le 8K t'est fort utile. Oui, ah bah oui, ça c'est clair. Je te laisse expliquer. Oui, alors c'est assez complémentaire de ce que vient de dire Natacha. Moi, je viens à l'origine du monde de l'optique. Et en fait, la problématique qu'on a toujours eue dans le domaine de l'optique, chaque fois qu'il y a une augmentation de la définition, alors en ce qui me concerne, c'était la HD, par rapport à mon expérience, passage au 4K, puis au 8K, en termes d'optique, si on veut retrouver les mêmes caractéristiques techniques, c'est-à-dire la qualité sur les côtés de l'image, etc., on se retrouve avec des optiques de plus en plus lourdes, de plus en plus grandes et de plus en plus chères. Et à un moment, c'est vrai que c'est une courbe qui n'est pas compressible, tant qu'en tout cas on utilise un matériau comme le verre, qui est aujourd'hui le seul matériau qu'on a réussi à trouver pour faire de l'optique. Et à un moment, concrètement, dans cette évolution qui est inévitable, je pense que si on se retrouve dans 5 ans, on parlera du 16K, voire plus, à un moment, il fallait trouver une solution par rapport à ces problématiques optiques. Et la démarche, en tout cas, de GetLive et de Pixellot, qui est la société que je représente, c'est d'avoir abordé cette approche-là par le capteur. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer d'avoir un effet de zoom dans l'image par une optique, avec les problématiques que je viens de décrire, on l'aborde par le capteur. Donc c'est parti d'une caméra qui est une caméra 8K, donc qui a une définition très très élevée. Je rejoins totalement Natacha dans ce qu'elle disait. La notion de qualité par rapport à la définition, c'est beaucoup de choses. Ça dépend aussi de la sensibilité, de plein de choses dans l'image. Mais le principe étant qu'à partir de cette image 8K, si on regarde, j'ai un schéma assez similaire à celui de Natacha, mais ce sera une petite variante que j'ai préparée. Je ne sais pas si on peut l'envoyer. Si vous voyez une image 8K, en fait, vous allez vous retrouver avec une capacité d'aller zoomer 8 fois, voire 16 fois dans l'image si on adresse une image HD. Et ça va compenser ce que faisait avant une optique. Voilà, là, c'est l'image de gauche. Et donc, le principe de la caméra Pixellot, c'est une caméra 8K qui est décomposée de 4 capteurs différents.
Et en fait, simplement, si vous regardez l'image 8K qui est à droite, on peut aller chercher le petit carré HD qui est à gauche. Et donc la première application, en fait, puisque tout ça est évidemment très très gourmand en termes de puissance et de mémoire nécessaire pour faire travailler les choses, elle est sur le broadcast et principalement sur le sport, mais vous allez comprendre qu'il y a plein d'applications différentes qui peuvent être faites, c'est-à-dire qu'à un moment, on va positionner une caméra sur un plan large, c'est toujours le même principe qu'il s'agisse de sport ou de concert ou quoi que ce soit. Et en fait, vous avez un ordinateur qui est relié à la caméra et qui va détecter à la fois les mouvements, les scénarisations de déplacement de joueurs en l'occurrence, mais si on était sur un concert, ce serait un solo de batterie qui nécessite un gros plan sur le batteur, par exemple. Et donc, quand vous regardez l'image de droite, vous avez donc cet ordinateur qui, lui, va calculer les déplacements des différents joueurs, analyser dans quelle logique ça se fait. En sport, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement scénarisé, c'est-à-dire que vous avez systématiquement, quand un attaquant se déplace, des défenseurs qui reculent, on sait que le cadreur va aller zoomer dans l'image, la machine va utiliser le capteur 8K pour aller zoomer dans l'image HD et faire ce gros plan-là. Donc les applications sont multiples, on peut soit partir de ce plan large et réaliser ce qu'on veut en croppant dans l'image, ou utiliser l'intelligence artificielle par rapport à des scénarios qui sont très définis, notamment dans le sport, qui permettent d'aller faire une réalisation complète à partir de la caméra. D'accord. Donc là, on est sur une utilisation du capteur 8K, enfin de plusieurs capteurs qui font une image 8K, qui permettent de se balader dans l'image et d'avoir un système où on peut bouger en ayant une image complètement fixe. Oui, parce que par rapport à tout ce qui a été dit, il y a quand même un point important, c'est que le 8K par rapport à sa taille est un format qu'il faut enregistrer et puis qu'il faut aussi diffuser derrière. Et à un moment, je pense que par rapport au codec de compression qui existe, etc., il est encore un peu compliqué d'imaginer de la télévision ou même de la projection cinéma en 8K, compte tenu du poids des fichiers que ça représente. Donc pour le moment, ça n'est qu'une utilisation sur de la HD ou du 4K. D'accord, merci. Je vais donner maintenant la parole à Mallory Pongost, qui a également une expérience du 8K particulière, sur un usage particulier. Mallory, tu es chef opératrice. Oui, donc je suis chef opératrice. J'ai déjà eu l'occasion sur divers projets de travailler sur des capteurs 8K en RAID Helium Super 35. Et notamment, ce que là je vais vous présenter, c'est un projet où justement il y avait un intérêt spécifique de ce 8K et un intérêt pour pouvoir cropper à l'intérieur. Et c'était un projet architectural, donc ce n'était pas du tout de la fiction, c'était vraiment un projet très particulier. On devait concevoir donc un mur d'écran. Il y avait 9 écrans qui étaient dans cette architecture. Donc là, vous pouvez voir le concept sur le slide, 9 écrans qui présentaient une arrivée de chevaux du lointain jusqu'à arriver aux abords de l'écran à taille réelle. C'est des écrans qui font des tailles de 9 pieds par 16, donc un vrai ratio 16/9, donc assez simple pour nous après en prise de vue, avec une séparation entre chaque écran de 1 pied. Et pour que notre système fonctionne, et il fallait que les chevaux puissent par contre passer d'un écran à un autre. Donc, en prise de vue, pour réaliser ces 9 écrans de projection, qui sont des projections HD, je le précise parce que ça a son importance, eh bien, on a tourné avec la caméra Helium 8K Super 35. Et dans chaque plan, on a tourné 5 plans pour faire 9 écrans. Et dans chaque plan, je pense qu'on va le voir sur le slide suivant. Donc là, c'était maquetté ainsi. Donc ça, c'était la maquette de préparation. Donc dans chaque plan, on concevait 2 écrans de projection en 16/9 avec cette séparation de 1 pied qui était dans l'architecture, qui était en taille réelle à 1 pied. Et donc, à la suite, le slide suivant, vous allez voir sur les captures d'écran des tests de tournage, les plans qu'on pouvait obtenir. Donc,
un écran 1, un écran 2, et les chevaux pouvaient passer d'un écran à l'autre. Donc là, comme on était sur un capteur 8K pour une projection derrière en HD, le fait de cropper et derrière sur cette projection-là, lisser l'ensemble du projet, et on était sur quelque chose qui fonctionnait plutôt pas mal, en sachant que du coup nos 9 écrans étaient sur exactement le même taux de crop, on va dire, et qu'ils étaient homogènes dans la visualisation du lieu. Après, comme on l'a déjà précisé, il y a une différence entre effectivement nombre de pixels et taille de capteur. Nous, on était sur un capteur Super 35 et non pas sur un Monstro. Donc, il y a des choses sur lesquelles il fallait quand même être assez vigilant. D'un point de vue technique, quand on commence comme ça à s'amuser à cropper dans le 8K. Là, c'était notamment sur du fond noir, parce que c'était le choix artistique d'être sur un fond noir. Et le capteur Super 35 est quand même moins performant que le Monstro, parce que voilà, on a beaucoup de pixels dans un capteur beaucoup plus petit. Le choix du Super 35 était fait essentiellement pour une grande profondeur de champ, pour permettre cette immersion du lointain jusqu'aux abords. Donc, on était parti là-dessus. Mais moi, en tant que chef-op, j'étais assez vigilante justement au noir et qu'il n'y ait pas trop de remontée de bruit dans les noirs pour pas que, quand on arrivait sur ces écrans croppés, qu'on ait des problèmes de ce genre-là. Après, plus généralement, quand on commence à faire ce genre de choses, il faut aussi faire attention, il faut aussi être vigilant aux qualités optiques de la focale qu'on utilise, parce que voilà, on ne peut pas aller se dire on va aller cropper 30% ici, 80% là, et parce qu'on risque de se retrouver dans les aberrations de l'optique avec des gros problèmes de points, des gros problèmes de piqué, tout ce genre de choses. Là, en l'occurrence, on est sur des ratios homogène pour tous les écrans. Donc voilà, on n'était pas du tout dans ces soucis-là, et c'était du coup un outil qui fonctionnait vraiment très, très bien pour ça. Mais voilà, quand on dit c'est une application très spécifique pour ce projet-là, c'est vrai que c'était très bien, c'était parfait, c'était le bon outil, on va dire. On comprend bien du coup que la captation en 8K permet d'avoir une plus grande liberté sur ce qu'on va présenter plus tard. Et en revanche, comme le disait Natacha, les limites, ce n'est pas la qualité d'une image n'est pas que sa résolution. Mais pas du tout. C'est vraiment deux choses différentes, et il faut bien le prendre en compte, parce qu'on ne peut pas se dire on va aller faire... on a 8K, donc on fait tout ce qu'on veut. Faut prendre aussi en compte la spécificité du capteur 8K qu'on utilise pour faire ce type de choses. C'est très clair. Voilà. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Cédric, le jeune qui va se présenter et qui va lui s'interroger sur les ressources nécessaires pour utiliser le 8K. Bonjour Cédric. Exactement, donc avec Workflowers, on fait du conseil scientifique pour les entreprises du média, pour les aider dans leur transition vers un modèle plus durable. On travaille sur les aspects organisationnels, technologiques et environnementaux. Et sur les aspects environnementaux, on a eu la chance de réaliser une étude pour le collectif EcoProd, qui regroupe quelques grands acteurs du média français, pour faire un bilan d'impact environnemental du secteur. Et voir quels étaient les défis à venir sur plusieurs aspects. Donc les aspects évidemment environnementaux. Donc aujourd'hui, il y a un sujet qui commence à faire consensus sur le réchauffement climatique. Ça commence à être un sujet de société discuté dans le grand public. Mais ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que l'accélération de l'implémentation des nouvelles technologies conduisait à une utilisation accrue des ressources techniques, donc l'extraction des minerais. Alors, on parle souvent des terres rares, mais ce n'est pas tant ça le problème. Il y a des choses beaucoup plus étonnantes, par exemple le cuivre qui sert à faire tous les conducteurs électriques, qui pourrait venir à manquer assez rapidement entre 2030 et 2035, donc faire des cartes graphiques et des caméras sans cuivre, ce sera beaucoup plus compliqué. Évidemment, il y a le pétrole, ça on le sait bien. Donc, il faut se poser les questions aussi par rapport à cette accélération de l'implémentation des nouvelles technologies qui se fait de manière continue, voir comment nous,
on réfléchit mieux à l'usage de ces ressources pour nous permettre de continuer à notre business qui va en ressortir les impacts progressivement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut considérer maintenant. Okay. Merci beaucoup. Et donc, par rapport à cette innovation incrémentale, aujourd'hui, les usages, on a vu que le 8K a été utilisé sur la captation. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur son utilisation dans les workflows de production aujourd'hui? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une chaîne de bout en bout en 8K? Cédric, est-ce que là-dessus, tu as des éléments? C'est une bonne question parce qu'effectivement, du 8K, on peut en voir à plein d'endroits différents, à la captation, dans la chaîne de post-production, dans la distribution, à la fin sur la diffusion sur les écrans. Et justement, il faut se poser la question de où est-ce que cela a du sens. Est-ce qu'aujourd'hui, la précision accrue nous permet d'avoir une meilleure image à la fin? Est-ce que diffuser du 8K sur un téléphone, ça a vraiment du sens si c'est pour regarder sur la ligne 13? Et puis après, on a aussi la chance actuellement de vivre une période où il y a énormément d'accélération technologique sur plusieurs aspects. Il y a l'intelligence artificielle en particulier qui permet de faire des choses comme l'application de Pixelot, mais qui permet aussi par exemple de faire de l'upscale. Donc, on peut se poser la question au niveau des schémas de diffusion, de réduire la quantité de données qui passent pour que, et aussi l'adapter en fonction des programmes, parce que ce n'est pas tous les programmes non plus qui ont besoin d'avoir une résolution accrue. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui se positionne parce qu'on est dans un schéma où il faut avoir un effet de masse, c'est-à-dire que typiquement, quand il y a une Coupe du Monde, quand il y a des Jeux Olympiques, les fabricants veulent pouvoir vendre des télés et veulent pouvoir mettre en place tout l'écosystème qui va avec. C'est un business model extrêmement simple. Comme disait Natacha tout à l'heure, c'est très facile d'expliquer à tout le monde en faisant 1 x 2 que ça va être 2 fois mieux, même si ce n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, ça semble une évidence. Donc, par contre, se poser la question, peut-être qu'il y a effectivement quelques contenus où ça peut se justifier, des usages où pour le coup ça a vraiment beaucoup d'intérêt, aussi bien au niveau technique qu'au niveau artistique. Par contre, ce qu'il faut réussir à éviter absolument, c'est que ça devienne un automatisme, c'est-à-dire que la moindre petite vidéo, que ce soit de la météo, par exemple, on a fait un bilan environnemental de la météo de France Télé dans l'étude qu'on a rendue à Ecoprod. Bon, est-ce que la météo en 8K, est-ce que ça a du sens? Est-ce que les youtubeurs en 8K, ça a du sens? Surtout que maintenant, on a la chance d'avoir beaucoup plus d'élasticité dans les systèmes de traitement, que ce soit en post-prod ou en diffusion. Donc, développer plus d'intelligence pour choisir le bon format au bon moment. Alors, ça va demander justement un petit peu plus de ressources intellectuelles, mais c'est peut-être comme ça aussi qu'on optimisera mieux nos ressources. Est-ce que de votre opinion, la 4K, enfin, le 4K, la 4K, on ne sait jamais s'il faut dire le ou la, mais en tout cas, on en parlait il y a quelques années. On a aujourd'hui des livrables, en tout cas en vidéo, les livrables aujourd'hui sont dans 4K. De votre expérience en termes soit de prise de vue, soit de workflow de production, est-ce que la 4K vous semble digérée avant d'envisager la 8K? Je ne sais pas, Mallory peut-être? En termes de prise de vue, on va dire que la 4K est digérée. Par contre, en termes de distribution salle, par exemple, parce que ça c'est quand même quelque chose qui rentre en compte, en termes de distribution salle, on n'y est pas encore, à ce que je sache. Donc, du coup, oui, il faut un peu se poser les questions dans ce sens-là, puisque, comme on a dit, et comme Natacha en avait parlé aussi avant, ça fait un petit moment que c'est le marché de la télévision qui donne les normes pour tous les autres produits audiovisuels qui potentiellement n'ont pas besoin des mêmes choses. Et comme on l'a vu avec les télé 3D il y a longtemps, ensuite on est passé à la 4K. Mais entre-temps, effectivement, les distributeurs en salle, ils
ils se sont adaptés à ces changements et on a vu arriver des écrans métalliques dans des grandes chaînes de cinéma. Voilà, à l'époque de la stéréoscopie pour... combien est-ce qu'on a de films aujourd'hui en 3D en salle? Bon, voilà. Après, la 4K, la télé est passée en 4K, donc les cinémas qui se sont mis à la 2K doivent maintenant passer à la 4K. Donc aujourd'hui, il y a des télé 8K, donc on peut acheter chez qui on veut. Et que vont faire les salles, quoi. Et en tant que spectateur, est-ce que c'est de ça dont on a besoin, en tout cas en salle? En tant que chef opérateur, on cherche pas toujours une immersion totale dans l'image, quoi. C'est pas, les réalisateurs et les chefs opérateurs ne cherchent pas ça en fiction, en tout cas. Donc le combat est ailleurs, en mon sens. Voilà. Je pense que c'était amusant que tu parles de 3D, puisque c'est vraiment là où il y a eu un tournant. En fait, si on regarde la HD, à l'époque, c'était vraiment les gens du monde de la télévision et du cinéma qui ont fait naître la HD. Les écrans sont arrivés après les premiers tournages, 16/9, HD, etc. Et tout d'un coup est arrivée la 3D, et là, c'était pas du tout une demande du monde des professionnels. Il y avait effectivement quelques films qui se tournaient en 3D, mais c'était vraiment un épiphénomène. Mais à un moment, le marché est parti du grand public, des écrans, effectivement, on s'en rappelle tous. Et finalement, c'est vrai que pour les professionnels, suivre un cycle de 4-5 ans maximum sur les changements de techno, puisque après la HD, on est passé au 4K, 4K au 8K. Comme on le voit en plus très rapidement pour le grand public, en tout cas, il n'y a pas un écart de prix phénoménal entre les écrans. Par contre, si vous parlez avec un propriétaire de salle, par exemple, lui, son projecteur qu'il vient d'acheter en 2K, qui convient très bien à la majorité des films qu'il projette, faire un passage aujourd'hui en 4K ou en 8K à peine 5 ans après, c'est vrai que c'est un peu différent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde du professionnel a besoin d'être un peu protégé par rapport à cette course sans fin de l'évolution de la définition qui vient du grand public, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que les salles, en premier lieu, ont besoin de réouvrir. Oui, ça c'est vrai. C'est sûr. Je voulais rajouter quelque chose, effectivement, c'est que moi je constate que ce marketing sur cette innovation incrémentielle, ça fonctionne, moins il y a de connaissances, plus ça fonctionne, encore une fois, parce que c'est un concept facile à comprendre. Il y en a plus, c'est mieux. Et aussi parce que c'est un marketing qui vient donc des fabricants de télévision, donc du marché du consommateur, pas du marché pro. Si vous regardez les études, par exemple, la FICAM a un observatoire où on répertorie tous les films qui sont tournés, les fictions qui sont tournées, en quoi ils sont tournés, et je dirais que probablement plus de la moitié ne sont pas tournés en 4K aujourd'hui. Donc, ça montre bien d'une part que ce n'est pas digéré parce que probablement pas nécessaire. Aussi, il suffit de regarder cette mode des optiques vintage. Ça fait des années que les chefs opérateurs cherchent des optiques qui ont une patte, qui ont des flares, qui ont des défauts pour casser cette ultra définition qui finalement, visiblement, n'amène pas la beauté qu'ils cherchent. Voilà, c'est là où vraiment la définition ne fait pas forcément une belle image. En termes de format de travail, est-ce que vous avez des exemples? Je sais que dans les VFX, le 4K en format de travail est peu utilisé. Sur cette chaîne de garder le 4K du début à la fin, est-ce que vous avez des expériences, Cédric, peut-être que tu peux partager sur les workflows est-ce qu'on garde, un peu comme la chaîne du froid, est-ce qu'on conserve le 4K de bout en bout entre la captation et la diffusion? C'est vrai que ça, pour ça, il y a quelque chose qui parfois peut être étonnant, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec de petits films, des huis clos dans des appartements parisiens qui sont post-produits en 4K, alors que les Avengers, les Star Wars ne le sont pas, tout simplement parce que ce serait impossible en termes de VFX par rapport au nombre de plans à sortir, de les faire intégralement en 4K. Alors, peut-être qu'il y en a quelques-uns, mais clairement pas l'essentiel du film.
Donc, effectivement, il faut se poser les bonnes questions pour mettre la bonne résolution au bon endroit en fonction des usages. Et surtout, en ce moment, et c'est pour ça, il y a un discours en ce moment avec, bon, évidemment, la 5G aussi, qui est un autre sujet, mais de parfois faire penser que la réflexion par rapport à l'avancée technologique, je dis bien incrémentale, soit rétrograde. Mais justement, pensons aux bons usages, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons cette opportunité avec les nouvelles technologies de justement faire passer avec l'intelligence artificielle, par exemple l'upscale qui se trouve dans les télévisions, qu'on peut aussi utiliser en post-production. En ce moment, on est en train de faire des tests justement comparatifs entre des contenus traités en 2K et traités en 4K, affichés en 4 et en 8K, pour justement voir les différences et ce qui est possible technologiquement. C'est vraiment mettre les ressources au bon endroit, sachant qu'on a vraiment des choses qui marchent sur la tête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par cet effet un petit peu fashionista, on a des chefs opérateurs qui parfois prennent la dernière caméra parce qu'elle est à la mode. On a des youtubeurs qui font des post-prod en 4K pour des choses qui seront regardées sur un téléphone. Enfin, on a des choses qui sont d'une très haute incohérence du point de vue technique. Et comme le disait Natacha, pour derrière parfois faire des traitements alors qu'on a une optique vintage qui de toute façon passe pas les lignes, quoi. Donc il y a une assez forte incohérence, ce qui peut être défendable dans un cadre artistique. On fait des images qui sont là pour être belles, pas pour passer des lignes. Mais il y a un moment, essayer de retrouver cette cohérence pour mettre les bons outils au bon endroit et faire appel justement à une logique de réflexion par les professionnels plutôt que juste des logiques marketing, ça pourrait quand même nous aider à sauver la planète. Est-ce que justement ce que tu disais, Natacha, c'est vrai, mettre juste une lettre avec un chiffre, c'est tellement percutant sur d'expérience avec les professionnels sur ce phénomène de mode. Quand vous avez un chef opérateur ou une chef opératrice qui vient vous voir en disant « je veux faire du 8K parce que je veux tester », qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on arrive à conseiller d'autres phénomènes? Est-ce qu'on arrive à avoir cet effet de dire « attends ». On parle d'image. On n'a pas beaucoup, oui, on n'a pas beaucoup cette demande des professionnels, comme disait Stéphane. C'est une demande qui vient en général plus du monde du business. Il suffit de voir, par exemple, la demande de 4K de Netflix vient d'une question de business, de vente de contrats 4K, etc. Cette demande des cas vient rarement des directeurs photo, je pense. Stéphane? Moi, je suis complètement à côté de tout ça par rapport au 8K, dans le sens où le 8K a été vu comme une façon de démocratiser la HD et de la rendre accessible à tout le monde. Je m'explique. En fait, le principe et la philosophie de Pixellot, aujourd'hui, tout le monde n'a pas les moyens d'aller envoyer 4 caméras avec des équipes, etc., sur un tournage. Et donc, en fait, on utilise cette caméra 8K pour qu'elle remplace. Alors évidemment, ça ne se substitue pas à des tournages existants. C'est vraiment, ça ouvre la porte à des gens qui n'auraient pas cette capacité. Et en fait, on fait de l'excellent HD avec une seule caméra, sans quasiment de personnel. Et finalement, cette haute technologie rend accessible une technologie qui est au final assez ancienne, puisque la HD a 15 ans quand même aujourd'hui. Mais de là effectivement rentrer dans une course telle que celle qui est décrite aujourd'hui, d'imaginer ce type de solution pour le 4K puis pour le 8K, c'est vrai qu'il reste encore un peu de marge, ne serait-ce que par rapport aux canaux disponibles. Même la fibre aujourd'hui ne permettrait pas de passer des programmes entièrement en 8K. Ça n'est pas possible. Donc il faut aussi regarder les canaux disponibles, les supports d'enregistrement, sur quoi vous enregistrez aujourd'hui des fichiers à je ne sais combien de gigas la minute. Il y a toutes ces questions-là. Donc vraiment l'opportunité aujourd'hui, c'est de démocratiser pour nous la HD plus que de développer le 8K. D'accord, oui, puisque la solution du coup qui est proposée, ça permet notamment en termes de captation sportive de pouvoir capter des événements qui n'auraient pas été captés auparavant. Ouais, tout à fait. En fait,
C'est assez marrant puisque une grande partie de ma carrière a été dédiée aux gros événements sportifs qui sont les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, etc. Et en fait, quand on regarde les chiffres, ça ne représente que 1% des événements sportifs dans le monde qui sont diffusés. Et donc, il y a un marché composé de 99% qui n'ont pas les moyens d'envoyer des gros cars vidéo avec des centaines de personnes qui dorment à l'hôtel tous les soirs, etc. Et ces gens-là, jusqu'à maintenant, n'avaient pas du tout accès à l'image. Et le 8K a rendu ça possible, puisque avec une seule caméra, ce qui est accessible pour tout le monde, installée dans une salle, vous pouvez démultiplier des tournages, aujourd'hui essentiellement sur le sport, puisqu'il y a 16 sports qui sont disponibles, mais des sports qu'on va appeler, moi je préfère silver à mineur, mais qui sont des sports, le sport féminin, alors pas du football, mais ça va être du handball ou du basket. Et c'est vrai que tout d'un coup, ça démultiplie les images. Ça donne aussi un droit à la parole, je dirais, local, puisque c'est souvent des petits clubs locaux, etc., qui créent du coup leur écosystème avec des sponsors locaux, avec tout un tas de choses. Il y a une notion écologique aussi, puisqu'évidemment, vous ne déplacez plus personne sur les tournages. Et c'est vrai que tout ça, enfin, de mon point de vue en tout cas, c'est la révolution du 8K, en tout cas pour ces tournages-là, elle se trouve ici, quoi. D'accord. Donc, effectivement, là, pour cet usage particulier, un peu comme toi, Mallory. Oui, le 8K peut être un outil, mais on ne peut pas dire que c'est l'outil. C'est un outil spécifique pour certaines choses, mais sinon, effectivement, quand on fait une image, quand on est chef opérateur, on ne recherche pas ces 8K, en fait. Pas du tout, c'est ce qui a été dit précédemment. Mais c'est un outil pour faire certains types de projets, et voilà, qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Mais moi, je ne considère pas du tout le 8K comme l'outil du futur, on va dire, puisque effectivement, construire une image, ça se passe à d'autres niveaux. Donc, comme on le disait, comme l'a dit Natacha, là, on est au 4K et effectivement, on va remettre des optiques vintage parce qu'on va chercher des textures, on va chercher des choses plus organiques parce que c'est ça aussi l'image, et c'est pas cette immersion qu'on pourrait imaginer et que peut nous offrir peut offrir les images 8K. On peut se dire que c'est pour ça qu'on a du 8K, c'est pour être plus immersif, des choses comme ça. Mais c'est pas. Mais ça, c'est vraiment pour des cas très très spécifiques. Donc c'est un outil qu'on a au jour d'aujourd'hui. Et pour moi, c'est pas l'outil du futur. Voilà. Oui, cette notion d'immersion que permet le 8K, c'est sûr qu'en termes de... est-ce que le 8K n'est pas un peu, je vais utiliser un anglicisme, overkill par rapport à ce que notre œil est capable de détecter, en tout cas sur, par exemple, une notion d'écran, de taille d'écran de cinéma ou de taille d'écran de téléviseur. Est-ce que finalement, si on faisait un blind test entre une image 4K diffusée et une image 8K diffusée, est-ce que, un peu comme le 96 kHz sur l'audio, est-ce qu'on n'est pas au-dessus, quoi? Cédric, est-ce que tu... Oui, complètement. La Warner vient de boucler des tests qu'ils ont présentés à la dernière conférence SMT, justement. Alors pour le coup, ce n'était pas un blind test, il fallait ouvrir les yeux. Mais justement, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait vraiment la différence. C'était vraiment sur des contenus extrêmement particuliers. Avec des gens qui avaient une vision, donc plutôt des gens avec une vision, voilà, des chefs opérateurs, des professionnels et tout ça, que ça se retrouve beaucoup moins dans le grand public, sachant qu'en plus c'était traité avec des sources non compressées. Ce qu'il faut rappeler, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui sur leur box en ADSL reçoivent à peine du 720p très compressé, et que je vous rappelle que pendant le premier confinement, l'État a gentiment demandé à Netflix de baisser sa résolution pour justement économiser la bande passante. Donc toutes ces choses-là font que la réalité d'une diffusion sur un écran, sur une télé 8K, alors oui, on peut avoir besoin d'avoir 8K parce que si on est dans un contexte immersif, qui dit immersion dit grand écran, et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une mode du grand écran, et donc si on veut avoir quelque chose qui n'est pas tout flou quand on est près de sa télé, la distance à la télé
elle est très variable d'un pays et d'une ville à l'autre. À Tokyo, les gens ont des grandes télés et sont assis très près de leur grande télé. Pareil à Séoul, parce que le mètre carré est très cher. Donc, dans ce cas-là, il faut trouver la technologie qui permette d'avoir cette image résolue à partir d'une source plus ou moins bonne. C'est pour ça que nous, on croit beaucoup, on n'est pas des rétrogrades. On pense que justement, ces technologies d'intelligence artificielle qui recréent du détail, mais toute la question, c'est comment est-ce qu'on donne le contrôle artistique sur ce détail. On ne veut pas justement essayer de remettre du détail là où les artistes n'en voulaient pas. Il y a un moment, on doit être capable aussi de travailler une image douce. Donc, se posent des questions aussi de comment on travaille une image douce avec beaucoup de résolution. La solution des optiques vintage, c'est une solution un peu brutale pour travailler sur ces sujets-là. Il y en a plein d'autres, travailler sur les micro-contrastes. Donc, il y a énormément d'innovations à apporter dans le traitement d'image, et ça ne doit pas être traité on va dire, avec des solutions simples. Ce n'est pas être rétrograde que de réfléchir à ces questions-là. On peut avoir de la véritable innovation dans les technologies pour trouver la bonne chaîne entre la captation et la diffusion. Pour rebondir sur ce que disait Cédric, oui, effectivement, si on regarde, il y a une notion pour le grand public, en tout cas pour vous et moi, quand on est devant notre écran de télé. Au début de la HD, on considérait qu'une taille d'écran devait nécessiter 3 fois à peu près la taille de l'écran en distance. Donc, globalement, la moyenne de taille d'écran en HD était d'1 mètre et tout le monde était à peu près à 3 mètres. Ça, c'est pas extensible puisque, vous le savez, depuis 15 ans, les prix du mètre carré dans le monde entier ne font qu'augmenter, donc on ne peut pas non plus démultiplier ça. C'est vrai que l'arrivée du 4K a passé cette valeur de 40 pouces qui était la référence en HD à 55 pouces, voire 65 pouces, qui sont des tailles d'écran qui se sont complètement démocratisées. Et finalement, l'augmentation de la définition permet de rester à la même distance sans voir flou ou avoir un mal de tête qui se déclenche au bout de quelques minutes. Maintenant, si on parle du 8K, jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on va aller vers des écrans à 100 pouces ou 150 pouces chacun que nous sommes chez nous tout en gardant ces 3 mètres? C'est pas certain. Donc, mais c'est vrai que par contre, ça permet dans des logiques de surface plus petites et de moins de distance par rapport aux écrans, d'augmenter les tailles d'écran lorsqu'on joue sur la définition. Est-ce que l'un d'entre vous a par rapport à la diffusion du coup du 8K, par rapport aux murs d'images de LED qu'on peut avoir maintenant et aux studios virtuels, est-ce que j'imagine que le 8K peut être aussi une application qui est recherchée dans ce cadre-là? Alors c'est un vrai sujet. On a aujourd'hui c'est de l'image synthétique qui sert dans ces usages de décors virtuels fabriqués par en général des moteurs de jeu. Et là se pose toute la question justement de la résolution qui potentiellement peut poser des problèmes d'interaction avec les optiques, justement des effets de moiré, des problématiques de couleurs. Mais par contre, ça permet de simplifier, en particulier dans les situations comme celle actuellement où les gens peuvent moins voyager, tout ça, ça permet de réduire sur certains types de production l'impact environnemental, parce qu'on ne va pas envoyer toute une équipe à l'autre bout du monde pour tourner quelques images sur la plage de Bahia. On va pouvoir faire ça dans un studio parisien, ce sera moins drôle. Avant, on aimait bien les tournages justement parce que c'était un peu dépaysant. Par contre, encore une fois, se pose la question du bon outil au bon endroit, c'est-à-dire que pour le huis clos parisien dont je parlais tout à l'heure, le faire dans un studio virtuel n'a évidemment aucun intérêt, sauf si c'est un film d'horreur où on fait tout exploser. Enfin voilà, faut retrouver, faut avoir cette intelligence de ne pas automatiser. Ce serait évidemment complètement stupide de se dire que on revienne dans une logique où ce nouvel outil soit utilisé pour absolument tous les usages. Il y a des choses, c'est comme pour le cloud, des choses pour lesquelles c'est très intéressant, autant du point de vue production, souplesse, économie et environnement, et des choses pour lesquelles ça n'a absolument aucun sens. Donc, ayons à l'échelle de l'industrie et reprenons le contrôle et ayons cette intelligence des usages. Très bien. Est-ce que nous allons arriver à la fin de nos débats? Est-ce qu'un petit mot de la fin de la part d'une intervention
Pour finir sur une note positive pour le 8K quand même, hein, puisque la question étant est-ce bien raisonnable, et quand je nous entends, je suis pas certain que ce soit oui. Mais c'est vrai que vraiment il faut voir cette évolution sur une évolution à long terme. Cet été, j'espère, si tout se passe bien, il y aura les Jeux Olympiques, ce qui sera bon signe pour la santé de la planète, et les premières diffusions 8K qui vont nous permettre aussi de voir un peu ce dont on parle. En attendant, c'est vrai qu'on le voit sur des tournages comme le tien ou les tournages que nous on met à la disposition des gens à partir du 8K, ça a résolu déjà beaucoup de choses, même si ce n'est pas du 8K, et c'est quand même une avancée dès maintenant, en attendant les avancées qu'on va voir dès cet été, j'espère. On espère tous. Est-ce que mot de la fin, Mallory? Non, pas obligé du tout. Non, je pense qu'on a fait le tour pour ma part. Très bien. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour la qualité de ces échanges. J'espère que pour ceux qui nous ont vus, nous avons pu éveiller l'intérêt et surtout la curiosité et l'esprit critique quand les 8K sont abordés tout au long de la chaîne de production. Voilà, je tenais à remercier toutes les équipes techniques qui nous ont permis de faire cette table ronde, et remercier aussi particulièrement Baptiste Henneman et Fabien Marguillard, donc Baptiste de la CST et Fabien de la FICAM, qui nous ont aidés à préparer cette table ronde. Merci à eux et merci à tous.